Bon, bonjour tout le monde. Donc du coup, la session de maintenant, c'est avant le déjeuner, donc elle va être un peu plus light et plus sympa et moins dense. La présentation qu'on veut faire, c'est on veut s'inspirer des métiers qui sortent un peu du métier qu'on fait. Aujourd'hui, nous, on est spécialiste sur la production, sur l'IT support, mais l'IT d'une manière plus générale, et on voudrait faire le parallèle avec d'autres métiers qu'on connaît de loin, mais on ne fait pas forcément le parallèle entre ce qu'ils font en day-to-day. Et aujourd'hui, donc du coup, je vais être l'animateur de cette session. Donc moi, c'est Amin Amali, j'ai une quinzaine d'expériences en production sur toutes les activités de prod et de support, et notamment en secteur bancaire. Et donc du coup, je laisse Nejma se présenter rapidement. Bonjour, merci pour l'invitation de la part d'Alenia. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler très très brièvement de l'anesthésie et surtout du fonctionnement du bloc opératoire. Moi, je suis médecin anesthésiste, réanimateur et médecin algologue, donc médecin de la douleur, dont j'interviens ici uniquement en tant que médecin anesthésiste. Et je suis actuellement en poste à l'hôpital Foch. Merci. Et du coup, en parallèle, donc moi, je me suis présenté en tant qu'expert de la prod, mais on va rajouter une touche supplémentaire, c'est que moi, je suis pilote d'avion en plus. Donc du coup, j'ai fait de l'ULM et je suis privé, et je suis en train de passer la certification d'instructeur de pilote, et pour aussi devenir pilote commercial par la suite. Donc du coup, on fera aussi le parallèle sur le monde de l'aviation, d'une manière très light, avec ma vision, parce que je ne suis pas encore professionnel pilote, mais à minima, ça va faire un parallèle entre les métiers du support, le métier médical et la partie aviation civile. Donc du coup, pourquoi cette conférence? Donc vous l'avez compris, le but, c'est de faire ce parallèle. Donc, on va essayer de voir comment chaque process, chaque chose qui est faite dans le métier médical, dans le domaine médical et dans le domaine de l'aviation, comment on voit vraiment des patterns qui sont très très alignés avec ce qu'on fait tous les jours dans le métier de l'IT, surtout de la production. Mais aussi, en fait, le but, c'est de s'inspirer de nous, ce qu'on fait, ce qu'ils feraient potentiellement pas les médicaux, les médecins, ou en gros, en fait, ce que eux peuvent faire et ce qu'on pourrait implémenter ça. Donc, du coup, c'est pour ça que la session, elle est beaucoup plus light, c'est plutôt de l'inspiration, c'est vous posez vos cerveaux, et vous rêvez avec nous et vous kiffez. Donc, du coup, là, je commence par une journée type, mais ce n'est pas du tout la liste exhaustive, parce que si j'avais mis la liste exhaustive, bon, voilà, vous comprenez très bien, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le support. Donc, nous, en fait, nos journées sont toutes alimentées par la gestion des incidents globalement, même si on fait d'autres sujets. La gestion des incidents, c'est restaurer le service le plus rapidement possible avec le moins d'impact pour nos utilisateurs et pour notre système d'information d'une manière générale. On a une casquette de maintenance opérationnelle, donc voilà, il faut que ça tourne, il faut que la boutique continue de fonctionner, quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, il faut que ça marche, il faut qu'il y ait le moins d'impact toujours. Et on a en fait ce lien de communication qui est toujours très 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 euh, présent avec nos utilisateurs, d'une manière proactive généralement, mais même réactive quand ils viennent vers nous. Donc, la communication doit être adaptée à notre audience. Donc du coup, il y a toujours cette façon de dire est-ce que je rentre dans le technique ou pas. Donc c'est un métier à part entière. Puis après, il y a la gestion des risques. Donc là, on a un P1, on a un P2, on a un risque P1, comment je l'anticipe, comment je le clôture, etc. Donc ça, c'est ce qui régit un peu notre quotidien tous les jours dans le support. Et avec ça, on a cette interaction avec nos utilisateurs. Et justement, là, peut-être la question que vous pouvez vous poser, mais pourquoi on invite une anesthésiste? Et c'est pas pour mettre des piqûres pour calmer nos utilisateurs, pour les endormir. Et pour le coup, j'ai cherché, on n'a pas le droit de faire ça. Et en plus, avec le télétravail compliqué, donc du coup, ça ne va pas du tout être ça. Et donc là, c'est là où je laisse la parole à Nejma pour se présenter. Mais les points qu'on va aborder, on va aborder trois thématiques. La première, c'est les people, donc les gens avec qui on travaille et qui sont ces gens-là. La deuxième, c'est la partie organisation et process. Comment on s'organise dans le métier médical et comment nous aussi on fait le parallèle et aussi avec le parallèle avec le monde de l'aviation. Et le troisième, c'est la partie expertise, donc les formations, comment elles sont faites et surtout la partie data et monitoring, comment on met en place ce monitoring pour qu'on puisse arriver à nos fins. Là, en fait, il y a un premier survey, c'est ça? Donc du coup, Nejma, je te laisse la parole et je te laisse poser la Oui, question. alors l'idée c'était déjà de connaître un petit peu plus le public. Alors vous allez avoir deux questions auxquelles vous êtes invité à répondre. La première, c'est est-ce que vous avez déjà pour vous ou pour vos proches l'expérience du bloc opératoire? Donc ça va être assez rapide, oui ou non? Ah bah 80% de oui, presque. 60-30. Ok. 70-30. On a beaucoup de malades, hein? Très bien. On peut passer à la question suivante qui va être un petit peu plus difficile. Alors, à votre avis,
qui, parmi les professionnels suivants, est indispensable pour la réussite d'une chirurgie ou pour assister le chirurgien? Donc vous avez le médecin anesthésiste, l'infirmier anesthésiste, l'infirmier de bloc opératoire, le brancardier, l'aide-soignant, le médecin hygiéniste, le médecin anapathe. Et la liste est longue. L'anatomopathologie, c'est par exemple, vous êtes opéré avec une suspicion de cancer. On n'est pas sûr s'il faut tout enlever ou pas, ça dépend, on n'a pas pu répondre à la question avant. Donc le chirurgien va prélever un échantillon et il va avoir une analyse extemporanée qui, bien entendu, doit s'organiser longtemps à l'avance pour que les anatomopathologies soient sur les starting blocks au bout de la ligne de téléphone, voire en direct si c'est une communication qui peut être entendue. Voilà. Bah, écoutez, vous avez presque tout bon, parce que la bonne réponse, c'était tout ça. Et la liste est non exhaustive. Donc tout ça pour vous donner l'idée un petit peu du nombre de professionnels qui vont graviter dans un bloc opératoire ou même à l'extérieur du bloc opératoire pour tout simplement être des agents permissifs de la chirurgie. Donc il y a la partie un petit peu immergée de l'iceberg, celle à laquelle le patient ne va pas forcément être confronté. Ça va être la partie qui va gérer toute la logistique en matière d'organisation, ingénieurs biomédicaux, etc. La partie hygiène qui est hyper importante évidemment. Je veux dire, il y a une obsession de l'absence de prolifération de germes dans tous les endroits du bloc opératoire. Ils sont designés pour ça, ils sont contrôlés pour ça, échantillonnés, etc. Vous allez avoir ensuite les équipes proprement dites, donc la stérilisation. Ça aussi, c'est une très très grosse logistique. L'équipe d'anesthésie, donc médecin anesthésiste et infirmier anesthésiste en France, ça n'existe pas partout. Et puis l'équipe de chirurgie, donc le chirurgien qui va être un peu le chef d'orchestre de sa partie et puis dont l'activité va être un peu le point de convergence de tous. Et justement, du coup, donc, dans ton quotidien, si tu peux nous parler des acteurs que tu as listés, mais d'une manière synthétique, pour ne pas rentrer dans poste par poste, qui sont ces acteurs et quel est ton quotidien, toi, dans un bloc opératoire? Alors le quotidien dans le bloc opératoire, ça va être déjà l'arrivée des différents protagonistes avec des heures différentes. Donc d'abord tout ce qui est les paramédicaux qui vont assurer les checklists de salles, les ouvertures de salles, l'ouverture du matériel, la vérification du matériel, donc que ce soit du côté chirurgie ou du côté anesthésie. Ensuite il va y avoir le patient qui va descendre de son service d'accueil. Et puis il va y avoir l'arrivée ensuite des médecins. Le plus souvent, c'est un petit peu dans cet ordre-là. Après, on peut rentrer plus dans le on peut détail. rentrer plus dans les détails, ouais. C'est ça. En fait, donc du coup, en aviation, c'est exactement pareil. Si on prend l'exemple d'un vol commercial aujourd'hui qui part à Paris, à Toulouse, et donc du coup, on a des passagers, le centre qui passe pour vous, le centre d'intérêt et la priorité numéro un reste le patient. Dans l'aviation, ça reste la sécurité des passagers. Et donc, effectivement, en fait, on a la partie, le commandant de bord et donc, du coup, le copilote, enfin, le first officer qu'on appelle. Puis après, on a les PNC, les crews et tout ça. Puis après, on a les contrôleurs aériens, les mécaniciens, les gens du terrain, de la terre, du sol, pour le coup. Et puis après, on a toute la partie sécurité aujourd'hui avec la douane, etc. Et tous ces gens-là sont hyper importants. Et c'est pareil, en fait, chez nous, dans le support. Donc là, on avait listé 3 personnes qui tournent autour d'un utilisateur. Quand on a la prod, donc on a l'utilisateur, on a les personnes qui font du support, l'infrastructure et le développeur qui va mettre en place une nouvelle fonctionnalité. Mais en réalité, derrière, on sait qu'on a une armée de personnes, une armée de gens qui sont derrière, qui font tout. Et finalement, quand on fait la liste de toutes les personnes qui sont là, on parle maintenant de chapter, on parle de CRM, on parle de tribe manager, mais on parle aussi de testeurs, on parle du DevOps, etc. Toutes ces personnes sont très très importantes pour que l'opération puisse se passer de A à Z. Et donc du coup, en fait, avec ces gens-là, je suppose chez vous, c'est des gens, passez au slide suivant s'il te plaît. Donc c'est des gens qui viennent d'expertises de mondes différents, avec des personnalités différentes. Comment on fait pour gérer le mindset de ces personnes-là, avec leur expertise, avec leur ego et toute leur expérience, pour mener à bien une opération de A à Z? Et on reste toujours dans le cadre d'une opération médicale, bien sûr. C'est un peu le challenge qu'on a au quotidien, je pense, comme vous. Donc effectivement,
heureusement quand même qu'on est guidé par, un objectif que, chacun s'approprie selon son corps de métier qui est, le patient d'abord. Le patient, au centre, j'allais dire de vraiment de toutes les c'est vraiment l'alpha et l'oméga et quand je dis que chaque équipe va s'approprier ça, c'est-à-dire que si les infirmiers, de bloc opératoire, par exemple, vont être, très à cheval sur, le moment où le patient va rentrer au bloc, une fois que tout est fait, que tout le matériel est là, bah, pour eux, c'est dans l'intérêt du patient. Si le chirurgien veut opérer le patient, là, maintenant, tout de suite, parce qu'il pense que ça ne peut pas attendre, c'est dans l'intérêt du patient. L'anesthésiste, s'il freine des cas de fer en disant: «Attention, attention, le bilan sanguin du matin de contrôle n'est pas bon, on va avoir des choses à vérifier», c'est aussi dans l'intérêt du patient. Donc ça, c'est le côté, j'allais dire, qui est, à la fois un peu contraignant, mais aussi simplificateur parce que in fine, il va y avoir des hiérarchisations des priorités. Je veux dire, tout le monde est d'accord sur le fait que le patient est là, il est là pour être opéré, il est là pour être bien opéré, c'est-à-dire qu'on va tout faire, même en tant qu'anesthésiste, pour que le chirurgien puisse atteindre son objectif. Par exemple, s'il doit enlever un abcès ou une tumeur, bah, il faut que l'exérèse elle soit la plus complète possible. Donc il faut que le chirurgien soit, ce qu'on dit dans le jargon, bien exposé, c'est-à-dire qu'il ait une bonne vision du champ opératoire. Et ça, par exemple, l'anesthésiste, il va participer à la réflexion, il va mettre des conditions, par exemple, sur l'installation du patient, endormi ou pas. Il va, aussi, par exemple, pouvoir jouer sur le relâchement musculaire pour qu'il puisse y avoir un écartement des muscles qui soit un peu plus important pour que le chirurgien, bah, puisse, tout simplement, voir aussi, un peu plus clair. Et c'est vrai que spontanément, les différents mindsets des intervenants, peuvent, bah, faire figure quand même de force, vraiment, centrifuge, hein. Un chirurgien, comme on dit, il a le bistouri entre les dents, il est toujours prêt à opérer. L'anesthésiste, c'est vraiment l'obsession de la sécurité, à tous les temps, mais il ne faut pas oublier le cadre de bloc qui souvent est un infirmier, ou une infirmière qui lui va gérer les ressources humaines qui sont limitées avec, des plages, des vacations, des temps de travail des paramédicaux qui ne sont pas extensibles comme ceux des médecins, par exemple, qui va gérer le matériel, la stérilisation et le flux des urgences qui est toujours là au quotidien pour perturber le déroulement du planning opératoire. D'accord. Donc si on regarde juste, on va dire la chirurgie, le temps de chirurgie, c'est quelque chose de très spécial en fait qui a peu d'équivalent dans une structure, hospitalière Mmh. parce que c'est vraiment, heu, comme le théâtre classique. C'est-à-dire c'est la règle des 3 unités, unité de temps, unité de lieu et unité d'action. Tout doit converger pour la chirurgie et c'est ce côté, synchronisé qui fait en grande partie la difficulté de la tâche. Il n'y a pas des choses, les choses qui interviennent de façon séquentielle, c'est un peu en préparation, mais une fois qu'on est dedans, tout le monde y est. D'accord. Parce que nous, sur la partie production support, si on prend l'exemple, le parallèle avec l'opération, ça va être une mise en production, donc du coup une nouvelle version qui doit arriver. Et donc du coup, on peut avoir parfois des divergences d'opinion ou de vision ou même d'objectifs, hein, entre les différents acteurs. Et donc du coup, le développeur avec le chef de projet qui veut livrer sa nouvelle fonctionnalité, le support qui veut maintenir absolument sa production, puis après les testeurs ou l'infrastructure pour rester là-dessus, est-ce qu'ils sont dispo pour mettre en place ce qu'on leur demande. Donc du coup, il y a toute une coordination à faire. Et en plus, en termes de temps, généralement, les opérations qui sont dites majeures se font en dehors des heures d'ouverture ou les week-ends. Donc du coup, il y a une intervention en plus de le faire sur une fenêtre qui est assez short, puis après prendre la bonne décision de s'arrêter un bon moment. Donc en fait, le mindset de j'ai plus rien. Ah si, c'est bon, pardon. Le mindset de gérer le mindset de tout le monde est très challengeant tous les jours chez nous. Sur la partie aviation, il y a un point, il y a toujours pareil, il y a tous ces acteurs qu'on a gérés, que j'ai listés tout à l'heure, mais il y a un point qui est hyper important et on en a parlé la dernière fois, c'est sur la partie communication. Sur la communication pour gérer ces mindsets, il y a un process qui est la phraseologie, ce qu'on appelle, et donc du coup, ce qu'on parle, c'est un jargon complètement connu par tout le monde. C'est je ne viens pas avec une phrase parce que je ne parle pas bien français ou parle bien anglais et donc du coup, c'est mal compris par la personne. Je ne sais pas si vous avez cette notion de phraseologie ou de terme où quand un anesthésiste parle avec un chirurgien, lui fait passer le message, bah, on a compris, on est sur la même longueur d'onde. Alors, c'est vrai que ces problèmes de communication, c'est vraiment un problème, prégnant.
au quotidien, de part et d'autre du champ opératoire, donc qui est ce tissu stérile qui va séparer la partie avec des sens de circulation, respect de la propreté, etc., versus le champ du côté anesthésie où c'est un petit peu plus libre. Effectivement, il va y avoir des ajustements qui vont être nécessaires, souvent, le plus souvent à la demande du chirurgien. Et on n'a pas de phraséologie qui est aussi, j'allais dire, adaptée. C'est-à-dire il y a un vocabulaire technique médico-chirurgical qui est compris par tous, on va dire à 80%, mais parfois on n'est pas à l'abri d'un vocabulaire un peu plus spécifique, par exemple qui fonctionne plus entre le chirurgien et ses aides opératoires ou les infirmiers de bloc. Et c'est vrai que quand la consigne ou la demande n'est pas parfaitement comprise de l'autre côté des champs, ça peut induire un retard, on va dire, à l'enclenchement des actions nécessaires. Donc voilà, c'est pas, je dirais, c'est pas 100% abouti. Par contre, il y a des volontés de formaliser pour ce qui est les filets de sécurité de base, les checklists. Donc, il y a notamment depuis quelques années une checklist qui est éditée par la HAS, qui va être vérifiée à voix haute par tous les intervenants depuis l'arrivée du patient en salle jusqu'à sa sortie. Donc, et là, c'est rempli vraiment ensemble. D'accord. Ça, la checklist, c'est quelque chose de très important, primordial dans l'aviation. Nous, dans le support, on les a. Elles sont prêtes, elles sont dispo. Mais est-ce qu'elles sont utilisées comme une vraie checklist tout le temps et parlées et validées par toutes les parties prenantes? Parfois, il y a quelque chose à améliorer là-dedans. Et donc, en fait, ça nous envoie, en parlant de checklist, ça nous envoie à la prochaine thématique qui est l'organisation et les process. Aujourd'hui, en fait, nous, en opération prod, c'est quelque chose qui est planifié, des tâches planifiées. On sait qui va travailler dessus, quand, etc. Notamment sur l'organisation, les week-ends, si on doit travailler avec l'infra et tout. En aviation, donc du coup, un vol, ça commence par un décollage, en croisière, et une approche et un atterrissage. Du coup, c'est connu, on sait. Il y a une préparation qui est faite et donc du coup, il y a une sorte d'auto-exécution qui se fait, sauf pour les cas d'urgence, on en parlera plus tard. Chez vous, comment ça se manifeste, cette partie planification d'organisation d'une opération ou d'une chirurgie? Bah, nous, en fait, la planification, elle répond en fait à un cadre réglementaire qui est très strict hein, sur le fonctionnement des blocs opératoires. Donc, tout commence avec le conseil de bloc opératoire, qui est une instance pluridisciplinaire qui doit se réunir au moins une fois par mois, à laquelle doivent participer au minimum 2 chirurgiens, 2 anesthésistes, un cadre de bloc, et puis en fonction des besoins, de la nature des actes qui sont programmés, tous les intervenants ou conseillers, j'allais dire techniques, hygiénistes ou autres. Donc ça va permettre d'établir le programme opératoire, donc qui est vraiment un espèce d'emploi du temps, salle par salle, avec quelles vacations vont être dédiées à tel chirurgien, donc à tel type de chirurgie, avec tel type de matériel qui est d'emblée choisi. Par exemple, les tables opératoires, c'est pas les mêmes en vasculaire où il faut faire des artériographies per procédure ou en orthopédie. Faut prévoir aussi, par exemple, pour ces histoires de tables, c'est assez anecdotique, mais les tables pour les sujets qui sont très obèses, parce qu'il y a une capacité maximum pour les tables. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui s'organisent et qui s'anticipent, surtout quand on considère la rotation des patients sur la journée ou sur la demi-journée. Donc le programme opératoire, il est établi sur la plus longue durée possible, au moins 1 mois, déjà pour avoir une visibilité en termes de besoins de ressources humaines, d'effectifs. Et puis ensuite, il va y avoir chaque semaine la cellule de programmation, qui est aussi pluridisciplinaire, un petit peu plus restreinte, et qui va en fait peaufiner ou corriger ou adapter le programme pour la prochaine semaine. Donc en général, on l'a le vendredi soir pour la semaine suivante. Donc ça intègre ce qu'on appelle les urgences différées également. C'est-à-dire c'est pas des urgences vitales, il y a différents degrés d'urgence, mais voilà. Le jour J, alors surtout dans les gros blocs opératoires où il y a vraiment beaucoup de salles et puis qui ont un pourcentage non négligeable d'activités urgentes ou semi-urgentes, donc des gros facteurs de déstabilisation, il va y avoir une cellule de régulation aussi. Alors elle n'est pas forcément très nombreuse, hein, ça peut être juste un médecin anesthésiste dédié ce jour-là qui a le bip et qui va répondre à tous les appels des étages, des urgences, des correspondants, des autres chirurgiens, des radiologues, etc. Et qui va avoir pour tâche, on va dire, d'arriver coûte que coûte à essayer de maintenir à peu près le programme opératoire, à pas trop le déstabiliser, surtout à essayer de ne pas décaler des patients s'il y a des urgences qui arrivent. Enfin, on va essayer d'optimiser, de tout faire rentrer dans les cases. D'accord.
Voilà, Et en gros, c'est c'est la façon dont ça s'organise. sur la partie production, support et parallèle aussi encore avec l'aviation, on a toujours des protocoles d'urgence et qui sont préparés par l'avant. Donc sur la partie support, je sais que je vais faire une opération. Avec l'expertise et l'analyse d'impact, je sais que ça va durer 3 heures, 4 heures. Et à un certain moment, je dois enclencher soit un retour en arrière, soit gérer les inconnus, donc du coup dans cette urgence. Dans l'aviation, pareil, si je décolle et que j'ai plus de panne moteur, c'est ce qu'ils font les pilotes, ils sont entraînés à faire planer l'avion et le faire atterrir dans un aérodrome de dégagement. Vous, par exemple, comment gérer cette anticipation de l'urgence? Comment c'est préparé déjà? Puis après, on passera sur comment vous appliquez cette urgence. Alors, bah, l'anticipation de l'urgence, ça, j'allais dire, on est vraiment en plein enfin, c'est le cœur du métier de l'anesthésiste parce que, l'idée, c'est justement de ne pas se retrouver en situation d'urgence qui était évitable, c'est-à-dire, d'anticiper les risques. Donc ça commence très en amont de la chirurgie par la consultation d'anesthésie, qui est là pour, évaluer, les risques intrinsèques liés au patient, donc, son terrain, ses fragilités, les insuffisances d'organes qui existent déjà et puis, bien entendu, tenir compte de quel type de chirurgie il va subir. Donc en général, il y a 3 classes de chirurgie en fonction du degré de perturbation, on va dire, de l'équilibre physiologique que ça va induire. Et puis on a des algorithmes, des classifications de patients. On va demander des examens complémentaires, des avis cardiologiques, par exemple, si on a des suspicions. Enfin, il y a quand même un temps d'examen clinique, même s'il est bref et pas chez tout le monde, mais incompressible en tout cas. Et voilà, on va essayer d'anticiper tout ça. Alors pour les risques qui sont très graves et très rares, je prends par exemple l'exemple de l'hyperthermie maligne. C'est une espèce de fièvre brutale qui peut se déclencher à l'usage de certains médicaments comme des curares pendant l'anesthésie. Moi, personnellement, en tant qu'anesthésiste, j'ai une forte probabilité de ne jamais en voir une seule pendant toute ma carrière dans les blocs opératoires. Ceci dit, il y a un antidote très spécial qui s'appelle du Natrium, qui doit être administré en ampoule, c'est des doses kilos. Donc, dans chaque bloc opératoire, on vérifie toujours que les stocks sont bien là, que c'est bien rangé, à la température qui convient, etc. Et il y a des procédures qui sont dédiées, qui sont anticipées, et un training qu'on espère maintenu régulièrement pour pouvoir y recourir le jour J, si par hasard ça arrivait. D'accord, parce qu'en fait, dans les urgences, c'est pour ceux qui ont regardé le film Sully, ou Sully, pour les Anglais, je prends cet exemple parce que on sait qu'il y a l'urgence. Vous l'avez préparé, vous êtes prêt, vous connaissez, mais la prise de décision, dans votre métier, l'un ou l'autre, elle a moins d'impact parce que vous, c'est vital et elle peut se prendre en quelques secondes. Et pour le film, quand le pilote avait perdu ses moteurs, il devait se poser et donc du coup, finalement, il s'est posé dans le Hudson. Après analyse, ils se sont rendus compte que le simulateur, il arrivait toujours à poser l'avion, sauf que ce qu'ils ne prenaient pas en compte, c'est ce temps de réaction physique et physiologique de l'humain, à dire même si je suis préparé, même si je sais ce que j'ai à faire, est-ce que je vais exécuter vraiment les bonnes choses? Donc, finalement, aucun pilote dans le simulateur, en prenant les 30 secondes, n'a réussi à le poser. Et vous, en fait, comment vous prenez ça? Parce que c'est quand même quelque chose de vital, et comment on peut s'en inspirer, même si l'application chez nous n'est pas forcément vitale, humainement parlant, mais vitale pour le métier. Bah, en fait, voilà, je parle en tant que vieille anesthésiste, entre guillemets, c'est-à-dire avec plus de 20 ans d'expérience. Je pense que la vraie urgence anticipable, ça devient plus du tout une urgence. Ça devient peut-être une tâche très complexe à mettre en place, mais c'est pas une urgence. L'urgence, c'est vraiment plutôt, j'allais dire, ce qui nous surprend. Et en fait, parce que vraiment, c'est quelque chose de total et de brutal ou quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Donc, dans cette catégorie-là, c'est-à-dire d'urgence vraiment voilà, soudaine, par exemple, je dis n'importe quoi, le chirurgien fait un trou dans un vaisseau, on a une hémorragie cataclysmique et voilà, il n'est pas vasculaire, il ne sait pas retrouver le vaisseau, il n'arrive pas à clamper. Que faire en attendant? Donc ok, on va comprimer. Alors nous, on a plusieurs règles qui sont extrêmement basiques, c'est-à-dire il n'y a pas de place pour l'ego dans des situations comme ça. Premièrement, appel au secours, appel à l'aide. C'est comme les messages au grand public qui sont donnés pour le massage cardiaque, etc. C'est comme le Mayday Mayday hein, de l'aviation. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y aura forcément un leader de crise qui doit émerger. Donc en fonction du besoin, par exemple, si c'est une complication comme ça chirurgicale, qui est peut-être j'allais dire la situation la plus difficile, parce que les chirurgiens de leur côté, ils vont devoir trouver une solution chirurgicale pour traiter la cause du problème. Et nous, en attendant, côté anesthésie, on va devoir assurer le maintien des fonctions vitales, c'est-à-dire les perfusions des organes nobles, le cerveau, le cœur, ensuite
par ordre décroissant, hein, les viscères, les reins, etc. Et donc, s'il saigne, je dis n'importe quoi, 3 litres toutes les 15 minutes ou toutes les 10 minutes, il faut que nous, on remplisse d'autant, on transfuse d'autant, etc., etc., en plus de toutes les manœuvres de réanimation, parce que plus le problème dure, plus l'impact sur les organes est important, et plus en fait on dérive d'une prise en charge, l'anesthésie ne devient plus le problème, ça devient de la réanimation de haute voltige en temps réel, et en plus en anticipant la succession de dégradations qui peuvent arriver. D'accord. Donc, on est dans un cas de figure, ça c'est vraiment, je pense, le plus compliqué. Extrême. Après, il y a des cas autres, hein. C'est par exemple l'arrêt cardiaque au bloc opératoire ou le trouble du rythme au bloc opératoire. C'est un problème purement médical, purement anesthésique. On met en pause la chirurgie, on prend le temps de régler le problème, et puis ensuite on voit si on peut continuer la chirurgie ou pas, en fonction de l'état d'avancement, bien sûr. Très bien, merci. Donc ça nous envoie sur la dernière section, donc la partie expertise. Bon, on en a parlé. Pour pouvoir faire, déjà pour comprendre tous les mots techniques, il faut avoir beaucoup d'années d'expérience et académique en plus. Mais en fait, on a une expertise et je suppose qu'on est expert après 15 ans d'école et après, il faut maintenir cette expertise, etc. Donc là, chez vous, dans le domaine médical, comment vous faites les formations? Vous imprégnez de qui? Comment est géré ce maintien de connaissances et d'expertise pendant toute l'expérience, toute la présence du médecin tant qu'il est en activité? Ça, c'est le vaste chapitre de la formation médicale continue. Donc, c'est une obligation légale, hein, je veux dire, on n'a pas le choix. Donc, il y a eu un petit retard, je pense, en France par rapport à d'autres pays dans le monde sur la validation, en fait, et la certification de ce maintien des compétences. Donc, il y a tout ce qui est congrès, séminaires, etc. pour les formations théoriques, bien sûr, hein, médicaux, paramédicaux. Il y a des ateliers. Et puis, depuis quelques années, on a eu la chance de voir se développer toutes les possibilités de simulation. Donc, par exemple, pour la chirurgie, il y a vraiment des espèces de robots, etc., qui permettent de reproduire, de s'entraîner dans une salle de staff bien au chaud avec la moquette à faire la chirurgie. Donc, c'est bien sûr beaucoup plus développé en Europe, en Amérique du Nord actuellement. Parce que c'est une question de moyens. Ouais. Et puis, on a également tout ce qui est serious games et puis les entraînements sur des mannequins, donc dans des ateliers de simulation où on reproduit exactement une salle de bloc opératoire avec tout le matériel, les mannequins, des scénarios qui sont assez crédibles pour des cas un peu fréquents, un peu caricaturaux, mais aussi pour ces situations d'exception que je vous ai citées. Et l'avantage, c'est qu'on peut participer en équipe, donc pour mieux apprendre à communiquer en situation d'urgence, à se coordonner en situation d'urgence, c'est vraiment quelque chose qui a fait l'épreuve de son intérêt. Il y a des études là-dessus sur les courbes d'apprentissage, etc. D'accord. En fait, en aviation, il y a forcément, tous les 18 mois, il y a la qualification qui doit être maintenue avec des simulateurs. Donc là, il y a les simulateurs. Bon, après, il y a les budgets pour dans la partie aviation. Il y a une obligation légale aussi de repasser des examens et de les valider. En production et en support, on a nos moyens, donc ce qu'on appelle le license to prod, donc une licence à production qu'on peut amener, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme pour dire je suis un expert de la production ni du support. Donc on est obligé de former les gens, même s'ils viennent d'écoles d'ingé, etc. Il faut qu'ils soient formés et on les forme. Puis après, on met en place des license to prod, donc du coup des sortes de certificats qu'on leur donne, mais en interne. Après, ce n'est pas forcément maintenu de la même manière parce qu'encore une fois, c'est les budgets qui ne suivent pas pour pouvoir maintenir. Mais la formation, elle se passe par soit en fait un partage, soit en fait en faisant, de learning by doing, soit après en fait il y a des conférences qui partagent plein de connaissances comme aujourd'hui, les experts qui partagent leurs connaissances avec d'autres gens et ça les pousse à réfléchir puis à potentiellement améliorer ce qu'on appelle la license to prod pour maintenir cette expérience. Et en restant sur la partie technologique, donc du coup, ça nous emmène au dernier point, c'est la partie un peu plus vaste, et donc la partie monitoring. Aujourd'hui, il y a plein de données. On en a parlé tout à l'heure durant le ChatGPT, la conférence sur ChatGPT. Il y a beaucoup d'informations. Nous, en tant que production, on est obligé, et c'est vital pour nous, d'avoir des yeux sur ce qui se passe en monitoring pendant l'opération, mais pas que. Et donc, du coup, on a des tuiles qui s'allument en rouge, en vert, on a des graphes qui montent et qui descendent, et on sait comment maintenir. C'est nos yeux pendant l'opération, et c'est ce qui nous maintient tous les jours d'améliorer ça.
En aviation, c'est presque pareil. On a 1 milliard de boutons et d'écrans qui nous ramènent 1 milliard de choses et qui sont améliorés par le temps et en même temps qui deviennent obsolètes avec le temps. Vous avez vu le crash qui s'est passé entre Paris et Rio avec la sonde de Pitot qui a gelé. Donc elle a gelé, elle a bloqué tout le monitoring. Plus personne ne voyait rien du tout. On ne sait pas ce qui se passe. L'avion crash, pour faire simple. Aujourd'hui, c'est hyper important de faire confiance à ça et en même temps de l'utiliser. Donc vous, en tant que Vital, comment vous faites confiance à la donnée du monitoring et comment vous l'utilisez, comment vous mettez à jour cette technologie, sans parler de la recherche, bien sûr. Oui, oui, bah, après la recherche, bon, on est obligé au moins de citer le mot parce que c'est ce qui va guider, on va dire, le développement et l'implémentation et la validation de ces techniques-là. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas tout essayer non plus, bien sûr. Donc en pratique, en anesthésie, la question du monitorage, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. En 94, le fameux décret sur la sécurité de l'anesthésie qui a fait suite au choc anaphylactique de Chevènement a beaucoup fait avancer les choses. Pour dire, l'anesthésie aujourd'hui, c'est vraiment une morbimortalité qui est extrêmement faible et c'est quasiment la seule spécialité qui n'a pas vu augmenter ses primes d'assurance en libéral. Donc le monitorage, avant 1994, c'était encore un petit peu artisanal, pas standardisé, et on avait encore une petite part de mortalité qui était spécifiquement due à l'anesthésie. Alors des problèmes graves de respiration essentiellement, parce que voilà, ça dure 3 minutes pour le cerveau. Donc depuis qu'on a implémenté certains moniteurs de base, donc la saturation en oxygène, le CO2 expiré quand on est sous respirateur, et puis l'électrocardioscope en continu, on a vraiment réglé une très grande partie des problèmes. Et puis par-dessus ça, donc ça c'est le monitorage de base qui est obligatoire, on va pouvoir en fait incrémenter. Alors ça se fait à la fois en suivant des guidelines par type de chirurgie. Par exemple pour une chirurgie cardiaque, bien évidemment il va falloir monitorer certaines pressions cardiaques, etc. Enfin la diurèse, enfin des choses comme ça un peu spécifiques, mais on a quand même une marge de manœuvre qui est importante, qu'on peut anticiper dès la consultation d'anesthésie, qu'on va devoir obligatoirement, à partir du moment où on va sortir un peu des habitudes du service ou des habitudes de fonctionnement, il faut toujours en discuter avec le chirurgien. Il faut qu'il y ait une validation, j'allais dire, bilatérale. Pourquoi ? Parce que le fait de dire, tiens, moi je vais surveiller par exemple plus mon débit cardiaque, je vais le surveiller peut-être d'une façon invasive, je vais rajouter des cathéters centraux, une sonde de Swan-Ganz, des choses comme ça. Ça prend à chaque fois 15, 20, 30 minutes, rien que pour mettre en place l'outil de monitorage avant la chirurgie, donc ça retarde l'incision. Il faut que le chirurgien soit d'accord. Il faut qu'il soit d'accord aussi pour accepter, on va dire, le petit sur-risque qui est dû à des monitorages invasifs. Donc voilà, en tout cas, la règle, c'est toujours communiquer quand on sort un petit peu des habitudes standards, bien peser comme pour toute chose le bénéfice-risque pour le patient, parce que plus on va utiliser des outils de monitorage continu, perfectionnés, et plus on peut aussi être invasif. Et puis, voilà, il n'y a jamais une morbidité qui est nulle, quel que soit ce qu'on fait en médecine. Nous, à la partie support, c'est généralement ça sur le terrain, c'est les gens qui font du support qui sont les plus avancés en termes de monitoring et donc du coup ils ont cette capacité à mettre en place des choses sans en parler avec les autres parties prenantes. Parfois ça arrive, ce qui n'est pas la bonne chose à faire. Parfois ça peut être en dépit de la charge qui peut être consommée, utilisée sur une application, donc retarder un peu la mise en place, la mise en production parce qu'on a mis ça. Mais en fait on est encore loin d'avoir un monitoring de pointe et il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'est pas encore arrivé aux années 90 chez vous pour faire quelque chose où il y a le moins d'incidents. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Là, on va passer à la session questions-réponses. Donc, vous connaissez la règle, vous avez le Slido, vous posez les questions et on vous fait passer un micro. Je t'applaudis quand même, merci. Merci pour l'intervention. Merci à toi. Comment ça se passe du coup ? Donc, moi, en tout cas, j'ai appris ce matin qu'on avait quand même des fonctions SRI que je ne soupçonnais pas. Donc, j'ai soigneusement noté Helping Day to Day, on le fait. Involved in the Major Accidents, ça c'est sûr. Partners at the very start, c'est vrai, ça commence vraiment très en amont au moment de la consultation d'anesthésie, voire avant, si on est pris à part par un chirurgien ou quand il nous écrit. Monitoring, évidemment, le what and why, ok. Et
moi, ce que j'aurais rajouté à ça, et je ne sais pas si c'est nécessaire dans vos fonctions de SRI, c'est ce que j'appelle moi la diplomatie. Pour parler un peu, regrouper les soft skills, parce que justement, il faut quand même avoir aussi cette intelligence émotionnelle vis-à-vis de tous. Nous, on est vraiment au cœur de tout, c'est-à-dire il y a un patient à rassurer dans les moments où il est conscient, ça c'est un. On peut avoir aussi un chirurgien à rassurer, parce que c'est un peu comme un joueur de tennis de haut niveau. Il a beaucoup de responsabilités, il a tout sur les épaules, et le fait de voir un petit peu des têtes connues, un dialogue apaisé, etc., ben déjà, lui, il décharge un peu la partie émotionnelle, parce qu'il sait que les résultats de sa chirurgie, ça ne dépend pas uniquement de sa performance, ça dépend des autres. Donc le fait de pouvoir, de devoir, on va dire, on va dire euh, partager un petit peu et de façon un peu impuissante, tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre aussi. Effectivement, il faudrait qu'on s'inspire de ça pour que nos développeurs soient câlinés dans le bon sens du poil, et cetera, pour qu'ils puissent être dans les bonnes conditions. Mais pareil, pas que le chef de projet, pour qu'il comprenne qu'on ne va pas juste livrer, c'est pas contre lui. Le support, pour je vais dire, s'il travaille le week-end, bah, je sais que c'est un peu pas bien pour sa vie perso, mais c'est bien pour sa vie pro. Tout ça à travailler dessus. Bah, donc du coup, on va passer aux questions. La première, c'est comment gères-tu tes émotions en situation d'urgence ou si tu fais une erreur? Ah, alors, ça c'est une vraie question. Alors, il y a de plus en plus de formations, en anesthésie. Alors très souvent, c'est des experts du milieu de l'aviation, justement, qui sont utilisés parce que comme tu le soulignais, très justement, les situations de crise, sont similaires, et je pense que la gestion des émotions, bah, c'est aussi, un entraînement. C'est-à-dire, quand l'idée, c'est vraiment d'essayer toujours de garder son calme, de ne pas céder, parce que, c'est vraiment, plus on arrive à réfléchir d'une façon logique et donc à se détacher un petit peu émotionnellement, c'est là où on va être le plus performant. Alors, on a en plus, pour nous aider, des algorithmes décisionnels, hein. Je veux dire, chaque urgence, heureusement, n'est pas à chaque fois une redécouverte totale de la médecine de A à Z, d'autant plus qu'on a quelques secondes ou quelques minutes pour réagir. Donc, on a des algorithmes qu'on connaît, qu'on révise, qui sont toujours réactualisés. On a, pour les complications un peu rares, ce qu'on appelle des fiches cognitives, des aides cognitives, donc qui sont bien entendu à voir avant, mais qui peuvent aussi être sorties le jour J. Et c'est pour ça que, en situation de crise aiguë, on a un leader de crise qui, lui, va vraiment gérer, et puis tous les autres vont se mettre en position d'exécutant pour faire des tâches qui vont être un petit peu, j'allais dire, saucissonnées, et faire voilà, des petites tâches. Alors après, la gestion de l'erreur, ça c'est vraiment autre chose. Alors évidemment, les erreurs, il y a beaucoup de sources d'erreurs qui sont potentielles. Il y a bien sûr, ce qui compte surtout, c'est pas l'erreur, parce que l'erreur est humaine, et je dirais presque qu'elle est inévitable. Il y en aura forcément. Nous, par exemple, en tant qu'anesthésiste, la première erreur qu'on peut faire, c'est les erreurs d'injection, les erreurs d'administration de produits, c'est-à-dire se tromper de seringue, etc. Donc il y a eu ces dernières années un très gros effort d'étiquetage des produits qu'on utilise, des étiquettes qui sont toutes faites avec un code couleur, etc., pour qu'on puisse avoir aussi un côté visuel, justement, en cas de pression, ou voilà, ou essayer de juguler ça. Et après, la gestion de l'erreur, on va dire, aux conséquences dramatiques et pérennes, ça c'est un autre chapitre. C'est l'assistance psychologique aux médecins qui eux-mêmes sont une victime, je veux dire, de l'erreur médicale, hein, parce que après, c'est très difficile comment dire, de pas être détruit par la culpabilité, d'arriver à rebondir. Alors je pense que plus on fait une spécialité qui est invasive, notamment la chirurgie, plus c'est quelque chose qu'on apprend aussi tôt dans ses années d'études. Je veux dire, un chirurgien cardiothoracique ou vasculaire, bah forcément, il sait qu'il va tuer des patients, ou en tout cas de façon directe ou indirecte, bien entendu involontaire. Et c'est des choses aussi qu'on apprend petit à petit à surmonter, parce que ça fait partie intrinsèque des difficultés du métier. Ok. Mais c'est effectivement une vraie question. Sur la partie aviation, pour faire un petit parallèle très rapidement, donc la partie de situation d'urgence, dans les formations qu'on passe, c'est 90% de la formation et que gestion d'urgence. C'est gestion de
panne de moteur, gestion d'accident, gestion d'incident, panne de fuel, etc. Et donc, du coup, ça devient un automatisme. Donc, du coup, c'est en faisant, en répétant, en essayant plusieurs cas de figure et en les connaissant. Et après, il y a une sorte d'automatisme qui se met dans le cerveau du commandant de bord ou du pilote pour activer tout ce qu'il y a à faire. Et donc, du coup, c'est comme ça que c'est géré. L'émotion est plus compliquée quand on a un avion et un 320 et qu'on a 300 personnes derrière. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, moi, je ne transporte pas encore 320 personnes, mais on voit un peu quand il y a juste un passager à côté, c'est comment s'assurer que lui, il n'est pas impacté et en même temps exécuter d'une manière mécanique tout ce qu'on sait. Et c'est comme ça qu'on apprend. Pour la partie erreur, pareil, c'est un autre chapitre beaucoup plus complexe. Et donc, du coup, il y a un exemple qui s'appelle en finale. Donc, quand on veut atterrir, quand vous voyez tout l'avion, il fait plein de tours et après un moment, il est en finale. Donc, ça, c'est la phase la plus critique. Et ce qu'on appelle, c'est un effet tunnelisation. C'est-à-dire, en gros, en fait, on est à fond dedans et on ne sait plus ce qui se passe. On est déconnecté de la réalité, à la limite. Et en fait, là, l'objectif d'un pilote, c'est de rester connecté à la réalité. Et les accidents qui arrivent le plus souvent, pour la partie privée, c'est qu'ils ne sortent pas le train d'atterrissage. Voilà, il arrive et il fait un bisou à la piste. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'il y a plein d'alarmes. Et après, même ça fait des discussions. C'est-à-dire, en mode, au moment où j'arrive et que je n'ai pas encore activé le train d'atterrissage, ça sonne de partout. Et même ça, humainement, c'est ce qui est bizarre, le cerveau ne capte pas ces alarmes. Donc, en fait, là, ils font des trucs. Là, maintenant, il y a même des sièges qui bougent et tout ça. Donc, voilà, ils font des trucs bizarres pour gifler le pilote. Mais effectivement, la gestion de l'erreur est compliquée, même en appliquant les connaissances des situations d'urgence. On va passer sur l'autre question. Peut-être on n'a pas beaucoup de temps. On prend 3 minutes et après on interrompt. Sur la partie problème management, donc pour t'expliquer peut-être Najma, c'est qu'on a parlé des incidents. L'objectif dans le support, c'est de restaurer le service. Donc, je ne cherche pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je restaure le service et après je me pose. Donc pour minimiser l'impact. Et en fait, ce côté où je me pose et je réfléchis, c'est ce qu'on appelle le problème management. Donc en gros, en fait, là, je réfléchis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Donc la question est, quels sont les processus qui sont mis en place chez vous pour apprendre des erreurs du domaine? C'est-à-dire, on a fait un incident, on l'a restauré, mais maintenant, en se posant, on se rend compte que c'est parce qu'on... Comment on fait pour apprendre de ça, pour faire ça? Alors il y a les process qui sont, j'allais dire, pas, institutionnalisés. Ça, c'est tout simplement les échanges avec ses pairs. Je veux dire, ça commence par là, le retour d'expérience, la comparaison d'expérience et cetera. C'est un temps qui est, incompressible, inéluctable et très important parce que aussi ça augmente l'expertise de l'équipe et puis ça soude aussi les équipes parce que c'est des choses qu'en fait on a plus c'est grave, moins on a vécu ça seul. Donc c'est aussi, très important. Ça, c'est le débriefing informel et puis ensuite, là aussi, au niveau, institutionnel et réglementation, il est obligatoire, d'avoir, plusieurs fois par an ou voilà, en fonction du type de chirurgie qu'on fait, des réunions de morbimortalité, donc qui sont pluridisciplinaires. Donc ils réunissent des chirurgiens, des anesthésistes, et parfois, vous savez, les conséquences de quelque chose de grave, ça se prolonge souvent en réanimation. Donc on a aussi l'équipe de réanimation qui arrive. Donc on reprend tout le cheminement du patient, on essaye d'identifier, on va dire les problèmes qui étaient anticipables, qui l'ont pas été ou qui l'ont pas été suffisamment, ou bien des problèmes qui ont été, un peu nouveaux et puis là, on peut débriefer, un petit peu ce qui a été fait, pas fait, en fonction des données qu'on avait aussi, à ce moment-là. Donc, il est recommandé toujours de conclure avec des mesures à mettre en place pour, en fait, éviter que, ce type de situation se reproduise et c'est surtout en fait, conclure est-ce que c'était évitable ou pas évitable? Si c'était évitable, alors comment aurait-il fallu faire et qu'est-ce qu'on peut implémenter pour que plus de patients en bénéficient, à l'avenir? Donc il y a de l'utile un peu dans la médecine. Voilà, on fait de la gestion de problèmes. Dernière question. Non, il y en a d'autres qui sont arrivés, je suppose. Mais bon, on va prendre une dernière question. Si tu remontes, on va prendre la deuxième, s'il te plaît. Voilà. Quels sont est-ce que tellement procéduré qu'on peut changer une personne? Oui. Est-ce que tout est tellement procéduré et clair qu'on peut changer une personne par une autre? Même métier sans impact. C'est-à-dire, en gros, maintenant tout le monde sait, je te prends toi, je te mets sur cette opération, dans l'autre, etc. et ça tourne. Bon, alors, ça c'est une question, je dirais pas très diplomatiquement correcte.
Alors, en fait, ça dépend vraiment du degré d'expertise qui est nécessaire pour une chirurgie ou pour une anesthésie. Je vous prends un exemple. Quelqu'un, un jeune, il est opéré d'une appendicite en urgence, non compliquée. Il n'y a pas de péritonite, il n'y a pas de choc septique, il n'y a rien. J'allais presque dire n'importe quel anesthésiste peut faire l'affaire. On est vraiment dans les b.a.-ba de la prise en charge. Pas besoin de compétences particulières. Au niveau de la chirurgie, c'est vrai. Après, nous, on a l'habitude quand même de penser que quel que soit l'acte, il y a toujours un risque qui est intrinsèque. Et donc, évidemment, plus on part sur des choses qui vont être un peu complexes, l'expérience, elle fait vraiment la différence. Par exemple, ça, c'est des choses qui sont très démontrées en chirurgie du cancer. Il existe aujourd'hui, par exemple, des agréments qui sont donnés en fonction du volume d'activité dans tel ou tel cancer. Par exemple, un patient qui a un cancer de l'œsophage, qui a une indication chirurgicale, il ne va pas pouvoir se faire opérer là où il veut. Il va se faire opérer dans des centres qui sont labellisés par l'ARS parce qu'il faut justement un volume de chirurgie suffisant, nécessaire au maintien de l'expertise, avec tout autour une expertise des anesthésistes, de la réanimation, de l'imagerie, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très connu. Pareil pour, une fois que, même j'allais dire au sein d'une même équipe qui a l'habitude, je pense que l'exemple du cancer, il est très important parce que c'est les parcours les plus pluridisciplinaires qui existent dans l'histoire du patient. Quand il y a une indication chirurgicale, la qualité de l'exérèse chirurgicale, elle est très importante. C'est-à-dire que le chirurgien, il enlève vraiment toutes les cellules tumorales en prenant un peu large, un peu plus que la tumeur, et surtout qu'il ne laisse pas des cellules en place parce que sinon, ça peut encore plus proliférer. Donc non, tous les chirurgiens ne sont pas équivalents. In fine, c'est-à-dire un peu contrairement, je pense, au métier de l'IT, ça reste quelque chose de très, j'allais dire, physique, de très, voilà, dans l'instant, avec un métier manuel, je veux dire, malgré tout, en plus de toutes les connaissances. Et c'est là où on parlait tout à l'heure des nouvelles techniques chirurgicales, de l'apport, par exemple, de la robotique, qui est devenu maintenant le standard, par exemple, pour la chirurgie du cancer de prostate, où on arrive avec des outils qui sont beaucoup plus fins, qui ne sont pas possibles à mettre en place dans toutes les chirurgies, mais qui vont permettre des exérèses de toutes petites, enfin presque microscopiques, qu'on ne pouvait pas voir avant, même avec des lunettes grossissantes ou des loupes. Voilà. Donc du coup, la réponse est on ne peut pas. Alors qu'en aviation, si, on peut changer. Il suffit d'avoir la qualification sur l'avion, mais on peut permettre n'importe quel pilote avec n'importe quel équipage. Merci beaucoup, merci pour ton temps. On va arrêter là Merci parce à qu'il est vous. 13h15. J'espère que vous avez passé un bon moment.